Nous nous voyons aujourd'hui pour parler des liens entre les maladies parodontales et les maladies inflammatoires de l'intestin. Bonjour, avec plaisir, mais qu'est-ce que c'est la maladie parodontale? La maladie parodontale, c'est la maladie qui va affecter le parodonte étant tout l'ensemble des tissus de soutien de la dent. La dent est enchâssée dans les mâchoires grâce à un ligament parodontal qui relie sa racine à l'os. Et puis en superficie, il y a la gencive. Et bien lorsque les bactéries de la cavité buccale s'accumulent sur les surfaces dentaires, la gencive va réagir par une réaction inflammatoire et on va voir que la gencive va devenir plus rouge, œdémaciée, qu'elle va devenir sensible, qu'elle peut saigner même au brossage. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des conséquences pour le sujet? Alors à ce stade, la maladie est réversible, c'est-à-dire que si on instaure des mesures d'hygiène adéquates, eh bien la gencive va perdre son inflammation et on va retrouver l'état de santé parodontale. Par contre, si les bactéries continuent à s'accumuler par défaut de brossage ou brossage insuffisant, à ce moment-là, la gingivite peut aboutir à une parodontite. Et là, c'est l'atteinte du parodonte profond, c'est-à-dire qu'on va avoir la création de ce qu'on appelle une poche parodontale. C'est l'espace entre la gencive et la dent qu'on va mesurer, qui va s'approfondir, et c'est en relation avec la destruction de l'os sous-jacent. Les dents vont devenir mobiles, c'est d'ailleurs un des motifs de consultation. Parce que la parodontite est une maladie qui est une maladie silencieuse. Donc le patient n'a pas de douleur, n'a pas de signes apparents, peut-être à part les saignements de gencive. Et on aboutit comme ça à la destruction de l'ensemble du parodonte. Est-ce que ça peut se propager à distance? Alors oui, des liens ont été établis entre les maladies parodontales et d'autres maladies systémiques. La maladie parodontale est un facteur aggravant et parfois déclenchant de pathologies à distance. Les associations qui ont été mises en évidence concernent les maladies cardiovasculaires, la polyarthrite rhumatoïde, des maladies infectieuses respiratoires et puis les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Alors justement, Carmen, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin? Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Toutes les deux se caractérisent par la présence de l'inflammation au niveau de la paroi du tube digestif. Dans la maladie de Crohn, les lésions inflammatoires peuvent toucher tout segment à partir de la bouche jusqu'au niveau de l'anus. Dans la rectocolite hémorragique, les lésions commencent dans le bas rectum, immédiatement au-dessus de la ligne pectinée, et s'étendent sur une longueur plus ou moins importante. Ce sont des maladies qui évoluent par des périodes de poussée inflammatoire, entrecoupées des périodes de rémission. Et est-ce que ce sont des maladies répandues dans la population et quels sont les sujets les plus à risque? Ce sont des maladies plus répandu qu'on le pense. L'incidence de la rectocolite hémorragique est de 25 patients par an par 100 000 habitants et celle de la maladie de Crohn de 15 patients par an par 100 000 habitants. La prévalence des deux pathologies est d'environ 300 patients pour 100 000 habitants. Concrètement, en France, ça veut dire 25 nouveaux patients par jour et un total de 250 000 patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce sont aussi des pathologies qui intéressent les jeunes avec un pic d'incidence entre 15 et 30 ans. Il faut savoir que 15% des maladies commencent à l'âge pédiatrique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes qui sont impliqués dans ces pathologies? Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont des pathologies multifactorielles complexes d'étiologie inconnue. Diverses mutations génétiques, l'intervention des facteurs de l'environnement et une modification de l'homéostasie intestinale interviennent de manière variable, vont faire perdre la fonction de barrière de la muqueuse intestinale. Il y aura une invasion par des micro-organismes de celle-ci et cette micro-invasion va être le point de départ d'une réaction excessive inflammatoire et donc d'une inflammation chronique, déclenchant l'apparition des lésions caractéristiques de la maladie. Des progrès significatifs dans la compréhension de la physiopathogénie de la maladie ont été faits ces dernières années et ça ouvre la porte à des nouvelles voies thérapeutiques. Quels sont les signes qui permettent de dépister ces maladies chroniques inflammatoires de l'intestin? Les signes sont très variables d'un patient à l'autre. Il y a des signes digestifs d'abord que tout le monde connaît, de douleurs abdominales, de la diarrhée, mais aussi des signes généraux, la fièvre, la perte de poids.
et des signes de localisation de l'inflammation dans d'autres organes en dehors du tube digestif, au niveau des articulations, au niveau de la peau, au niveau de l'œil. Un mot à part pour les enfants, chez lesquels, avant les signes digestifs, le retard de croissance et le retard pubertaire sont des signes d'alarme. Parmi les manifestations extradigestives, certaines concernent le chirurgien-dentiste et pourraient contribuer au dépistage de ces pathologies. Effectivement, on décrit des lésions buccales associées aux maladies inflammatoires de l'intestin qui devraient être reconnues, dont certaines sont spécifiques, notamment dans la maladie de Crohn. L'aspect pavimenteux de la muqueuse, les granulomateuses non caséeuses, les ulcérations linéaires, les fissures de la langue ou des lèvres devraient être reconnues car leur identification peut accélérer le diagnostic d'une maladie inflammatoire intestinale non connue auparavant. Lorsqu'on identifie ce type de lésion chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire de l'intestin, cela témoigne d'un contrôle incomplet de la maladie et devrait imposer l'optimisation du traitement médical. Et comment fait-on le diagnostic ? Le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et morphologiques. L'endoscopie digestive haute et basse permet de localiser, de visualiser et de localiser la présence des lésions inflammatoires et les prélèvements permettent de faire un diagnostic positif d'inflammation chronique et aussi d'exclure d'autres causes des lésions similaires, des causes auto-immunes, tumorales, infectieuses. D'autres examens morphologiques permettent une cartographie de la maladie. Je parle ici de la vidéocapsule endoscopique ou de l'entéro-IRM, mais on utilise aussi des examens morphologiques pour s'assurer de l'absence de complications de la maladie, comme le scanner abdominopelvien. Alors comment traite-t-on ces pathologies ? Ces pathologies demeurent incurables pour l'heure. Cependant, plusieurs médicaments ont prouvé leur efficacité dans le contrôle de l'état inflammatoire. Je parle ici des 5-aminosalicylés, notamment dans la rectocolite hémorragique, des immunosuppresseurs à action rapide ou lente, des traitements biologiques. Et dans les traitements biologiques, je peux citer les anti-TNF, les anti-intégrines, les anti-interléukines. Une classe qui est rentrée récemment dans notre arsenal thérapeutique, c'est les petites molécules de type anti-JAK. Et dans des situations où le traitement médical n'est pas efficace, on est parfois amené à réséquer le segment inflammatoire, donc de proposer un traitement chirurgical aux patients. Le traitement chirurgical n'est pas pour lui curatif non plus, parce que des récidives sont notées fréquemment après ce type d'intervention. Connaît-on la prévalence des maladies parodontales chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? C'est assez difficile à évaluer la prévalence de la maladie parodontale chez les patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin parce que les patients ne parlent pas spontanément, très souvent. Une étude française dans une population pédiatrique avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin avait montré qu'un enfant sur 5 présente une maladie parodontale. Mais d'autres études retrouvent des prévalences beaucoup plus élevées, jusqu'à 40-50%. On sait aussi que la maladie parodontale est plus fréquente dans une population suivie pour une maladie inflammatoire de l'intestin que dans une population générale et que les formes de maladie parodontale sont plus sévères chez les patients avec MICI. Comment fait-on le lien entre la maladie parodontale et ses composantes infectieuses et inflammatoires et les maladies inflammatoires de l'intestin ? Les deux pathologies partagent une physiopathogénie similaire, l'interaction de plusieurs facteurs qui induisent une rupture de la barrière muqueuse, une dérégulation du réponse immunitaire et une inflammation chronique. Éléments cliniques relevant du lien qui existe entre les deux pathologies, c'est que lorsque les maladies évoluent en parallèle, elles peuvent s'aggraver en parallèle. Et un deuxième point, c'est que lorsqu'on traite une maladie inflammatoire de l'intestin, on peut améliorer une maladie parodontale. Le chirurgien dentiste peut-il s'adapter aux besoins spécifiques de ces patients pour optimiser leur prise en charge ? Oui, bien sûr.
Tout d'abord, les patients avec maladie inflammatoire chronique de l'intestin devraient être adressés à un chirurgien dentiste en systématique avant de démarrer un traitement biologique afin de s'assurer de l'absence d'un foyer infectieux profond, foyer qui nous imposerait de différer le début du traitement. Deuxièmement, il n'est pas recommandé de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, du fait du risque majeur de récidive intestinale. Concernant les gestes du chirurgien dentiste, lorsqu'il y a des lésions de maladies parodontales actives chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire de l'intestin, la cicatrisation des gestes invasifs peut être difficile, donc peut-être qu'il faudrait différer la réalisation de ces gestes si ce n'est pas urgent. C'est bon à savoir que certains médicaments utilisés pour le contrôle de l'inflammation dans les maladies inflammatoires de l'intestin augmentent le risque de complications infectieuses post-opératoires. Ça a été démontré notamment pour les anti-TNF. Donc en cas de chirurgie orale, ces traitements doivent être arrêtés pour une durée d'environ 4 semaines, si possible. Néanmoins, malgré le risque infectieux post-opératoire sous traitement anti-TNF, une antibiothérapie prophylactique n'est pas recommandée. Et je finis par dire que la présence de lésions de maladies parodontales chez un patient suivi pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin est un signe de maladie non contrôlée. Donc, le gastro-entérologue devrait être averti afin qu'il puisse optimiser le traitement. Merci Carmen pour toutes ces informations sur les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin et qui montrent bien qu'une collaboration est essentielle entre le gastro-entérologue et les chirurgiens dentistes. Merci à vous.